Bonsoir. Alors, c'est un micro-trottoir. Présentez-vous. Bon, je m'appelle Benjamin. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation juridique de la nationalité qui sera jugée le 20 du petit-fils du Fouet-Boigny en tant qu'Ivoirien? Ok. Moi, je suis surpris de ce qui arrive aujourd'hui. Parce que nous tous, nous savons bien que le Fouet-Boigny a fait sa plantation. Et pour mieux faire, il a fait appel à un manœuvre pour travailler dans la plantation. C'est ma rizière personnelle. Je fais don de cette rizière à mes anciens manœuvres, qui sont tous de la région de Burkina Faso, avec les installations, les maisons et tout. Et vous trouverez là-bas des gens qui sont avec moi depuis 40 ans. J'avais la 300 ici. Monsieur le Président, vous êtes tellement entouré par votre peuple, par vos collaborateurs, par des gens qui vous aiment, par votre famille. Mais est-ce que on ne vit pas quand même une grande solitude quand on est au pouvoir? Non, on n'est jamais seul. Tu veux qu'on fasse un ralenti? Non. Allez, à tempo. Et à la mort du Fouet, d'autres gens sont venus gérer cette plantation. On sait ce qu'ils ont fait. À Benjerville et à 13 ans à Gorée. À 20 ans, je sortais médecin. Le village donc est formé par les descendants de ces 5 enfants de Boigny et de Cocobré. Nous qui sommes dans cette cour sommes les descendants de la femme, parce que c'est la ligne matrilinéaire qui a le pas sur les enfants des frères. Et ici, en face de nous, c'est la maison de la sœur aînée, peut-être, ici. À sa droite, c'est Madame Pokou, veuve Pokou, sa sœur. À sa gauche, Guénaba Sissé, c'est une cousine, mais fille d'une tante à nous, tante. Donc, il n'y a pas, dans notre langue, chez tous les Akans, c'est pas seulement chez nous, au pays baoulé, il n'y a pas de mot pour distinguer le cousin
et la cousine issue des tantes utérines sont des frères au même titre que les autres, ayant les mêmes droits que les autres. C'est notre salle connue, le conseil de la famille. Voilà. C'est votre sœur aînée qui préside le Qui conseil. préside, qui s'assoit là. Moi, je reste à côté d'elle. Elle vous autorise à vous asseoir à côté d'elle. Oui, oui, je m'assois là. Et les deux sœurs, les cousines. Ah, vous pouvez vous asseoir. C'est pas sacré. Alors, Vous m'autorisez. oui, vous pouvez. Et les membres de ceux que nous, les membres de la famille, les descendants des quatre sœurs sont ici, et les cousins descendants de nos frères, les représentants des. Alors, nous traitons nos affaires de famille ici. Par exemple, si on vient demander la main d'une femme chez nous, eh bien, c'est dans cette salle que nous donnons la réponse. Je marche sans une aiguille sur moi. C'est Dieu qui me protège. Je veux bien vous voir, je n'ai pas moyen. Ah, Ali, Hein? vous n'arrivez pas à me voir? Si. Je n'arrive pas à vous voir. Ah bon. Je voulais vous voir. Ouais, vous veux me parler? Ma formation chrétienne. M'a confirmé dans cette position que le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Donc, c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui doit reprendre la vie. Et cela, tout le monde connaît Dieu, même les animistes connaissent qu'il y a un Dieu, un être suprême, ils le connaissent. La seule différence, moi qui ai vécu et qui connais les rythmes de l'animisme et qui suis à l'âge de j'ai eu un vernis de religion, comme la plupart de nos frères. Quand on gratte dessous, il y a l'animisme. La seule différence, c'est que on nous dit, si vous n'obéissez pas à ces 10 commandements, vous pouvez perdre le paradis, perdre le ciel. Ce sont les mêmes commandements chez les animistes, ils sont les mêmes. Mais vous dites, si vous ne respectez pas, vous aurez la mort. Voilà la seule différence. C'est pour cela que quand un vrai animiste doit jurer sur le fétiche, parce qu'il craint la mort, il dira la vérité. Beaucoup plus que le catholique, le protestant ou d'autres. Jurer de dire la vérité, il y en a qui jurent, ça ne les engage pas, ils ne craignent rien. Mais le féticheur, le vrai, l'animiste, il ne peut pas. Il est obligé, s'il est resté animiste pur, il est obligé de dire la vérité. Il ne jurera pas, parce qu'il risque sa vie. La voiture passe ici. Oui. Dépose le corps et elle ressort de l'autre côté. Vous avez tout prévu. Oui, oui, oui.
C'est ma tombe à moi. C'est celle que je choisis en face, mon frère unique. À droite, mon fils aîné, et à gauche, la maman. Et tous les autres, les tantes. Donc, nous avons prévu même pour le petit enfant, il y a 68. À égalité. Mais qu'est-ce que ça vous fait, Monsieur le Président, qu'on soit à cet endroit-là? Un baoulé veut toujours revenir, le corps doit toujours revenir au village, même le plus petit. C'est là où il doit être enterré. Et nous en sommes encore là. Oui. C'est après votre mort qu'on décide de votre héritage. Même quand on dit dans la ligne matrilinéaire que c'est le neveu, ça ne veut pas dire forcément tel neveu du vivant de son père, de son oncle. Il y a 3, 4 neveux, 10 neveux. On choisit celui qui pourrait le mieux servir la cause de la famille. Parce que le legs est individu, on ne partage pas. C'est pour toute la famille. Vous êtes le gardien. Et dans la coutume à Caen, vous avez la faculté d'augmenter ou ne pas augmenter l'héritage que vous avez obtenu de vos ancêtres. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de diminuer d'1 gramme cet héritage. Mais cette conception, Monsieur le Président, vous l'élargissez au champ du politique, de l'héritage politique? C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut que le meilleur, celui qui pourrait le mieux assurer la pérennité de l'œuvre, que Dieu nous aide à le désigner. Ou ceux qui, demain, seront chargés de désigner, choisissent le meilleur. Mais ce que je recherche, c'est l'esprit d'équipe. Il faut que les gens s'entendent. Il faut que les gens s'aiment. Quel que soit l'homme qui aura été désigné, s'il y a l'esprit d'équipe, s'il y a l'amour des uns vis-à-vis des autres, il réussira mieux. Moi, je n'ai fait que débroussailler le chemin. C'est lui qui va l'élargir. Il faut que la suite soit plus heureuse. Mais cela ne se peut que dans un climat de confiance. De confiance. Pourquoi vous n'avez pas incité vos enfants à faire de la politique? J'ai fait de la politique pour 2 générations de fouilles. Je crois que c'est beaucoup. D'abord, avec les idées qui vous assaillent, vous êtes toujours occupé. Vous n'êtes jamais seul. Même la nuit, dans des heures de méditation, vous ne trouvez jamais seul. Et pour moi, qui ai une conception, à savoir que l'homme a 3 juges. Dieu, la conscience et le peuple. Vous voyez que vous êtes toujours confronté à ces 3 juges. Vous n'êtes jamais seul. Ce qui nous différencie de nos frères des pays développés qui connaissent l'écriture, c'est que la mémoire est plus paresseuse chez vous, puisque vous confiez tout au papier. Vous ne pouvez pas ne pas recourir au papier, même pour ce que vous avez écrit vous-même. Bien, vous ne vous souvenez plus. Il faut que vous ayez recours au papier. Mais nous qui n'avions pas de lettres, tout est dans la mémoire. J'ai connu un vieux qui m'honorait de son amitié, me considérait comme son fils, le vieux Bon Koulibaly, chef de Korogo. Il est mort à l'âge de 115 ans. J'allais le voir. C'est une mine inépuisable de sagesse. Bien, ce vieux, pendant des heures, égrenait ses souvenirs. Je revenais tous les 4-5 mois. Et il me répétait la même chose. S'il y avait des lettres, je dirais sans changement de virgule. Notre mémoire, quand je vois par exemple un Français faire un discours, il y en a très peu d'orateurs qui ne se servent pas de papier. Mais nous, si c'est dans notre langue, je peux parler pendant 10 heures. Est-ce que j'ai besoin de notes? C'est la mémoire qui me relate tout ceci. J'ai pu vous dire, il y a une chose que, comme nous ne connaissions pas les dates, je suis obligé de les noter.
Mais de l'âge de 5 ans jusqu'à ce jour, je me souviens de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Il n'y a pas un seul homme, même si l'esclavage est doré, qui ne veuille sortir de cet esclavage. Mais pendant toute la colonisation, nous avons eu des contacts humains au niveau de notre territoire, les anciennes colonies, avec des Européens, des Français qui vivaient chez nous. Nous avons géré des affaires communes, ensemble, dans les communes de plein exercice, de moyen exercice, dans les assemblées territoriales, dans les assemblées fédérales, au niveau de Dakar, de Brazzaville et de Tananarive. Et certains d'entre nous sont allés au Parlement français. Et quelques-uns comme moi ont eu le grand insigne honneur de siéger dans le gouvernement français. Ceci n'a pas existé. Nous sommes ici 60 tribus, avec des dialectes différents. Nous ne comprenions pas. Même à la côte, il y a des centres éloignés les uns des autres de 3 ou 4 kilomètres qui ne se comprenaient pas. Donc, la langue de compréhension, c'est la langue française. C'est notre langue à tous maintenant. Elle doit être enrichie par l'apport des uns et des autres. Il y a des noms d'arbres ici, que vous êtes ormes, des bouleaux et tout ceci. Eh bien, nous aussi, nous avons enrichi notre vocabulaire sur le plan de l'agriculture, des bois. Bien, je crois que c'est un double enrichissement. Un jour, j'arrivais à Paris et il y a un président qui me disait « On vous attend à la Sorbonne ». Je dis « Qu'est-ce que je vais faire ?» Pour un titre, docteur honoris causa. À cause de votre culture, je dis « Moi, je cultive la terre. » Réservez ça à Senghor qui cultive les lettres. Jeune francophone, je déclare ouvert le colloque international sur la paix. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Et il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles. Après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans 1 kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est vous dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux. Et nous savons que ce n'est pas facile. Comment doit-on interpréter, Monsieur le Président, votre absence au dernier sommet de l'OUA qui a eu lieu à Addis Abeba? J'ai peur de l'avion. On me demande pourquoi. Je suis toujours avec le peuple et dans le peuple. Je vais vous donner une image pour illustrer ma conduite. Le plus gros poisson de nos fleuves, c'est le capitaine. Mais on nous dit, nos proverbes nous disent, le capitaine hors de l'eau n'est plus rien. Moi, hors du peuple, je ne représente plus rien. C'est pourquoi je demeure dans le peuple, avec le peuple. Quel est le titre que vous chérissez le plus, Monsieur le Président ou Nanan Houphouët-Boigny? Non, c'est M. Houphouët-Boigny. Nous avons 2 grandes ressources, 2 principales, le café, le cacao. Elles ne sont pas, ces 2 productions ne sont pas atteintes par la crise. Il y aurait eu une crise pour le café, une crise pour le cacao, si le prix de la tasse de café baissait, si le prix de la tablette de chocolat baissait. Or, n'en est rien.
le prix à la consommation de ces deux ans grimpe chaque jour. Et par contre, le prix de la matière première baisse. C'est de la pure spéculation. Tant que l'esprit de spéculation présidera aux échanges entre pays nord-sud, il n'y aura pas de solution à nos problèmes. Il faudra attendre que les spéculateurs, peut-être un peu rassasiés, permettent de reprendre le cours normal des choses. J'ai reçu Mitterrand ici. Je lui ai dit ceci. Du jour au lendemain, le prix de nos matières premières qui alimentent notre budget et ce qui nous comptons pour l'amélioration de notre niveau de vie, de cadre de vie, du jour au lendemain a baissé de moitié, de plus de la moitié. Est-ce que dans les pays développés, si vous arrivez à subir une telle diminution, est-ce que vous mesurez la tempête de protestation, voire de révolte, qui menacerait vos régimes? Nous sommes obligés d'accepter, parce que nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce qu'on nous reproche? On nous retorque chaque fois. C'est la loi du marché. Il y a la loi du marché entre deux pays d'égal développement. Mais quand un pays fixe le prix des matières premières du partenaire, les marchandises qu'il exporte chez ce partenaire, fabriquées le plus souvent à partir des matières premières insuffisamment payées, en plus des services qui coûtent cher. Comment pouvez-vous parler de la loi du marché? Est-ce que la loi du marché est respectée entre vous et les Japonais? Hein? Oui. Quand les Japonais vous demandent la loi du marché, vous rétorquez par quoi? Par des contingentements. Vous me vendrez tant d'automobiles, mais vous ne laisserez pas envahir notre marché par votre production. Mais un jour viendra. Pourquoi pas? La vie est une course de la naissance à la mort. Et c'est une course dans les réalisations. Eh bien, puisque personne n'a encore atteint le but, nous n'avons pas le droit, nous, de nous décourager. On ne juge pas au départ dans la course. C'est à l'arrivée. Comme personne n'est encore arrivé, eh bien, nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Personne n'a choisi sa date de naissance, n'est-ce pas? Personne. Personne ne peut choisir la date de départ. Dans le passage, comme médecin, je sais que quand l'heure a sonné, que vous ayez deux malades de même âge, atteints de la même maladie, vous les assistez de la même manière, l'un dont l'heure n'a pas sonné peut guérir et l'autre peut mourir dans vos mains. Bien, je suis donc arrivé à cette conception et que on ne doit pas craindre, et c'est une fatalité. Malheureusement, j'avoue quelque chose, vous ne me croirez peut-être pas, j'ai peur d'une seule chose, de l'avion. À l'état viscéral, j'ai peur de l'avion. C'est ce que je crains. La seule chose que je crains sur Terre, c'est l'avion. Mais donc, pour nous, puisque c'est une fatalité, on n'a pas à discuter. Et c'est la raison pour laquelle les animistes ne fêtent pas la naissance, mais fêtent la mort. Parce qu'avec la naissance, on reste avec celui qui vient de naître pendant des années. C'est ça. Mais on se sépare sur Terre définitivement avec celui qui part. Alors il faut fêter son départ pour qu'il ne soit pas triste de l'autre côté. Pour mettre tous les Ivoiriens à l'aise. Et ceux même qui n'ont pas, qui sont même pas, bon, pour ne pas dire Ivoiriens, c'est eux qui vont aller demander au petit-fils du fouet s'il est Ivoirien. Alors que nous le savons bien, nous tous ceux qui sont Ivoiriens, on connaît Thiam, de son père et de sa mère qui est la petite fille de Fouet Boigny, la fille de
Miagua. À ma grande surprise, on dit qu'il est suisse, il est français. C'est depuis quand ça? Alors qu'il est né ici, il a été à l'école ici, à Yamoussoukro. Alors, c'est la réaction, comme vous l'avez dit. Alors, c'est pour ça qu'au maximum, il y a ce débat. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez pour régler ce problème-là? Mais nous ne sommes pas des Français ni des choses. Nous sommes africains. L'Africain, il n'oublie jamais son sang. L'Africain, quel que soit là où il est, il n'oublie jamais là où son origine. Donc, Thiam n'est pas, je ne crois pas qu'il est étranger. Parce que Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il a fréquenté en Côte d'Ivoire les grandes écoles de Yamoussoukro. Et il a travaillé dans les grandes institutions comme la CIV. Alors, quelle est cette histoire de Français ou bien de Suisse? Tout le monde peut travailler partout, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il est Français ou bien les Suisses. Alors, qu'ils regardent dans leur rétroviseur. Où Thiam est quitté, ils savent bien. Où Thiam, quel est le papa de Thiam? Qui est le papa de Thiam? Qui est la maman de Thiam? Pour dire qu'il est français ou bien il est suisse. Il n'a pas emprunté. Il n'a pas emprunté d'être ivoirien. Ce n'est pas quelqu'un qu'on allait prendre ailleurs, qui a travaillé ailleurs à des nationalités et qui va venir en Côte d'Ivoire. On le connaît comme vrai ivoirien. Votre mot de fin? Notre mot de fin, que la justice fasse la vraie justice. Pas la justice entachée. Je vous remercie. Merci.